Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Alors, on commence avec ce blog, pas du tout, ce vlog spécial lecture théorique, on va dire, avec Comprendre Montessori de Mario Montessori, sachant que Mario Montessori est le petit-fils de Maria Montessori, qu'il est psychologue. Alors, comprendre Montessori, je suis pas sûre qu'on comprenne plus Montessori avec ce livre. Je pense que c'est plus simple de lire directement Maria Montessori, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il parle de certains postulats. Si on les connaît pas, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Il y a des choses, oui, effectivement, il en parle et c'est facile de comprendre, mais si on ne sait pas de quoi parle Maria Montessori à la base, c'est quand même plus compliqué de comprendre, en fait, logique. Il fait aussi des rapports, non, c'est pas le terme, des parallèles avec notamment Jean Piaget. Alors, ça me fait sourire parce que Jean Piaget, pendant ma formation d'éducation jeunes enfants, on a utilisé Jean Piaget, on a fait des tests avec des enfants. Et de le retrouver là, ça me fait bizarre. Il parle aussi de Freud, autant Sigmund que Anna Freud, où j'ai plus de mal avec eux. Je suis beaucoup moins dans la psychanalyse, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été remises en question, notamment par rapport au complexe d'Oedipe, par exemple. Alors, il n'y en a pas question ici, mais c'est pour dire que la psychanalyse est remise en cause à l'heure actuelle. C'est très difficile de résumer un livre théorique. Il y a quelques chapitres, en tout il y en a donc 8. L'éducation, une aide à la vie, le matériel Montessori, sa fonction, sa relation avec le travail, le jeu et la vie sociale de l'enfant. En 3, l'éducation Montessori et la psychologie moderne. 4, la valeur psychologique du travail à l'école. 5, Montessori et le processus éducatif. 6, l'éducation dans un monde qui change. 7, Montessori et la révolution des valeurs. 8, l'éducation cosmique. Alors l'éducation cosmique, je suis pas trop comment dire, je suis pas trop courant parce que je n'ai pas été jusque là par rapport à mes lectures de Maria Montessori. Donc ce qu'il en dit, je peux pas trop en parler. Par rapport au matériel, je trouve que c'est pas développé. Et je trouve que c'est dommage pour le coup que ce soit pas plus développé. Ça fait même pas 20. Ouais, ça fait à peine 30 pages. Et je trouve que c'est court vu tout le matériel qu'il peut y avoir. La valeur psychologique du travail à l'école, ouais, ça. En fait, je pensais que ça pouvait servir plus pour les parents, mais pour moi, c'est pas vraiment un livre qui s'adresse particulièrement aux parents. Les parents n'y retrouveront pas forcément de réponse à leurs questions, en fait, je trouve. Après, ce n'est que mon avis personnel. Mais autant lire un que j'avais déjà présenté, je crois, Maria Montessori expliqué aux parents par elle-même, qui du coup, pour moi, est beaucoup plus parlant parce qu'elle va direct aux choses. D'ailleurs, il le dit à un moment, c'est que c'était une personne directe, en fait. Et je trouve que là, il y a des choses qui tournent autour du pot, il y a des choses qui sont redondantes. C'est pour moi beaucoup trop théorique. Voilà. Donc la prochaine fois, nous nous retrouverons avec celui-là, Que dévoilent nos émotions. Hop, on verra mieux ici. J'avais lu certains chapitres, ou peut-être tous, je ne sais plus. J'ai peut-être tout lu, mais j'en ai pas de souvenir. Quand j'ai écrit mon e-book, vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien en description. Ça ne parle pas que des émotions, mais ça parle des émotions parce que mon e-book s'adresse aux parents par contre. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le chemin. Oui, donc mon e-book s'adresse aux parents et il ne parle pas que des émotions, mais il va parler, il y a un chapitre sur les émotions, mais il va parler aussi de la communication, il va parler de plein d'autres choses en fait. C'est pas le sujet ici. Peut-être que du coup, ouais, peut-être que je pourrais en parler en fin de vlog. Voilà, ce n'était pas indispensable pour moi. Alors, je m'interromps dans ma lecture de Que dévoilent nos émotions, qui est le numéro 1, donc a priori il y en a d'autres. J'ai mal là, je suis à bout de bras. Je suis en train de lire une partie, je connaissais déjà le truc, sur une étude de Frédéric II de Prusse qui a fait donc une expérience avec des orphelins. Le roi, en fait, voulait savoir si la langue maternelle venait spontanément au bébé. Donc il a ordonné à qui? Aux personnes qui s'occupaient des enfants, quoi. Il leur a ordonné d'élever les enfants sans leur adresser la parole,
sans leur apporter ni stimulation, ni réconfort, ni encouragement. Ça, je l'avais déjà lu pendant mes études d'éducatrice. Mais en fait, ce qui m'épate, c'est que ces enfants sont tous décédés. Tous les enfants qui ont fait partie de l'expérience sont décédés. Donc ça me fait penser aussi à l'hospitalisme. Je crois que si je me souviens bien, c'est René Spitz qui avait fait ça, qui en a parlé. Mais là, je me dis, l'expérience de Frédéric de Prusse, tous les enfants de l'expérience sont décédés, mais à aucun moment quelqu'un s'est dit on va arrêter l'expérience quand ils ont vu les enfants dépérir, quoi. Et je me pose la question de qu'est-ce que ça a pu leur apporter. Quoi, le résultat de l'expérience a été de dire que sans affect, sans relationnel, etc., les enfants vont mourir. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, quoi, que l'alimentaire et les besoins physiologiques qui comptent. Le relationnel compte effectivement, que les stimulations comptent, l'affection compte, l'affectivité compte. Mais je me dis, à quel moment ces gens se sont dit, on va aller au bout de l'expérience jusqu'à la mort? Parce que avant de mourir, il se passe des choses, quoi. Les enfants dépérissent. Voilà, c'était juste une petite réflexion par rapport à cette lecture. Et je sais pas pourquoi je me dis ça maintenant, alors que je connaissais l'histoire. Ou peut-être que là, je me dis, il faut que je partage, et ça me vient plus, je ne sais pas. Voilà, c'était une petite aparté comme ça. Alors, petit retour sur le livre Que dévoilent nos émotions de Ali Rebei et Christilla Pelé-Douel. Je ne sais pas du tout si je prononce correctement, j'en suis désolée si ce n'est pas le cas. Quoi dire? En fait, je l'ai lu, j'ai déjà oublié. Alors forcément c'est pas un roman, donc je pense qu'on s'attarde plus sur les informations qu'on nous donne, si elles sont pertinentes pour nous ou pas, et si elles nous intéressent au moment de la lecture. Moi c'est vrai que de par mes émotions d'éducatrice jeunes enfants, il y a des choses que je connaissais déjà, et de par le fait que je me suis aussi informée à l'accompagnement parental, même si en soi je ne l'ai jamais réellement fait, et que je ne le mettrai pas en place en fait dans ma pratique professionnelle. Mes lectures font qu'il y avait beaucoup de choses que je connaissais. Après, on ne s'attarde pas du tout sur les émotions de l'enfant, donc si vous êtes parent, ça va aider, hein, mais c'est vrai que il n'y a pas cet apport par rapport à l'enfance. On retrouve notamment, surtout d'ailleurs, des entretiens par rapport à des personnes qui, à mon avis, sont passées dans l'émission Grand bien vous fasse de France Inter. Alors, je n'écoute pas la radio, donc je ne connais pas, donc je ne sais pas la pertinence des choses. Après, il y a donc Christophe André, Boris Cyrulnik, Michel Pastoureau, Georges Vigarello, entre autres. Ils ont mis des petits points, je ne m'en rappelle même pas. Je sais que quand j'ai lu, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de femmes dans tout ça. Il y a des petits focus, ce qu'ils appellent des curiosités. Je vais essayer de trouver ça. En fait, on a le texte et des fois, on a des petits encadrés. Donc là, l'encadré, c'est toutes vos questions sur, parlons-nous, le langage des yeux. Voilà, là, il y a l'intelligence émotionnelle, un outil pour vivre mieux, l'éclairage de Christophe Hague. En fait, je cherchais leur petit truc de particularité. Là, on passe sur un autre chapitre pour le coup. À la fin des chapitres, il y a toujours un petit récap, pas un récap, mais des émissions en lien avec le sujet traité. Voilà, la découverte du cerveau, combien de temps les émotions durent-elles? Après, il y a des choses intéressantes. J'ai pas particulièrement suivi par rapport, c'est où? Là, quelques émotions bizarres, en fait, c'est des termes qu'on n'utilise pas, en fait. Acédie. L'acédie n'existe plus ou si peu. L'acédie touchait essentiellement les pères du désert aux environs du IVe siècle. Il s'agissait d'une crise émotionnelle aussi éphémère que désastreuse, qui touchait les ermites entre 11 et 16 heures. Voilà, bon, pour ta culture générale, c'est peut-être intéressant. Mais moi, j'ai pas retenu. Hein. Je ne retiendrai pas ce genre de choses, à mon avis. Je cherche, il y a un truc avec les couleurs et les émotions que je ne retrouve pas comme par hasard. Hein. Ce serait trop simple. Ah si, voilà. Bleu, paix, fidélité, empathie, peur, colère. Alors je connais la peur bleue, mais colère bleue, je ne connais pas. Vert, jeunesse, joie, plaisir, santé, désordre, malheur, poison. Jaune, jalousie, envie, mensonge, trahison, joie, richesse, fertilité.
Voilà, il y a des petits trucs comme ça, ça m'a pas parlé en fait. Voilà, après je pense que c'est pas mal pour une introduction, parce que ça permet de balayer un large spectre de thèmes autour des émotions. Voilà, il n'y a pas le prix, donc je pourrais même pas vous dire par rapport à ça. Voilà, j'ai largement oublié ce que j'ai pu lire. Là, je suis en train de lire ma lecture de La Nuit du hasard du conte Il est bien ce livre de Séverine. Le fait du prince de Amélie Nothomb. J'aime pas du tout l'histoire pour l'instant. Mais je pense que je vais pas aimer du tout. Ou alors il va y avoir un rebondissement. D'ailleurs, je pose ça parce qu'on parle pas de ce livre. Donc, aucun rapport avec l'objectif de cette vidéo. Mais j'en parle parce que je sais pas où je vais le caser après, puisque ce sera dans ma lecture de septembre. Dans mes lectures de septembre. Voilà, je pense que je ferai un petit point à la fin de toutes mes lectures liées à la théorie, on va dire. Parce que sinon, je sais pas où je le caserai, vu que mes lectures d'octobre, la palle est déjà prête et qu'il n'y a aucun rapport non plus. Voilà. Donc, dès que j'ai fini Le Fait du Prince, j'enchaîne avec, je ne sais pas, je choisirai entre les 3 qui restent. Donc, pour vous tout de suite, ce sera là. Et pour moi, ce sera dans plusieurs jours. Bon, en fait, je reprends déjà parce que il y a un avertissement dès la première page. Pas de Dale Carnegie, hein. Mais c'est bien marqué, le titre a pu vous paraître choquant. Comment se faire des amis constitue cependant la référence des relations humaines de qualité, nécessairement sincères et généreuses. Le bien fondé et l'approche pratique de ce livre le place parmi les 10 best-sellers mondiaux en non-fiction de tous les temps. Les principes de relations humaines proposés ici restent novateurs et sont universellement utiles. Aussi, Dale Carnegie est-il considéré comme le père des relations humaines. Ses méthodes, de plus en plus suivies en Europe et à travers le monde, s'avèrent merveilleusement d'actualité. Certains exemples du livre sont loin d'être récents, mais leur saveur et l'enthousiasme de l'auteur mettent bien en valeur des moyens applicables tous les jours dans la vie professionnelle, familiale et sociale. Plus de 150 000 personnes vivent chaque année l'entraînement Dale Carnegie à la communication et au leadership. Ils progressent ainsi dans la confiance en soi, la parole en public et les relations humaines. En fait, c'est vraiment ça que je retenais c'est quoi ce truc de ma première lecture, c'est que c'est pas quelque chose qui s'applique. Ouais, comment dire ça? Ça s'applique effectivement dans les relations amicales avec les amis, mais c'est pas le but premier en fait de ce livre. C'est vraiment pour moi, tu rencontres quelqu'un. Il y avait un exemple dont je me souviens, c'est peut-être la seule chose que je me suis souvenue d'ailleurs de ce livre, c'est par exemple quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que la personne se présente, moi je vais dire: «Bonjour, je m'appelle Céline», et de répéter en fait: «Bonjour Céline, je suis enchantée de vous rencontrer», par exemple. De dire le prénom de la personne, en fait, on l'enregistre et ça montre à la personne qu'on a un intérêt pour l'écouter et cetera. Alors c'est peut-être pas dit comme ça dans le livre, mais voilà, c'est une des choses que j'avais retenues de ma première lecture. J'ai pas retenu grand chose parce qu'après je pense qu'il y a des lectures qu'on fait à certains moments qui, nous marquent plus ou moins, et des fois quand on n'enregistre pas, les informations, surtout dans ce style de pardon, surtout dans ce style de livres qui ne sont pas du tout de la fiction. Je sais pas vous tenir là. J'aurais dû mettre le trépied, c'est plutôt pourri. Oui, ce que je disais, c'est pas de la fiction. Donc c'est réellement des informations qu'on donne. Les livres théoriques comme ça, je pense que c'est pas à lire comme un roman où on va pouvoir vraiment rentrer dans la chose. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à prendre un livre, lire par exemple un chapitre qui correspond à un thème par exemple, à le laisser pour aller lire autre chose. Et pour moi, quand je commence un livre, il faut que je le finisse. Et je pense après il y a des livres comme ça, comme celui-là, où il y a beaucoup d'informations et qu'on ne peut pas tout engranger non plus. Et je pense que c'est aussi pour ça que je ne l'avais pas revendu à la base. Puisque quand je lis un livre, en général, je le revends. Je ne garde pas, sauf si c'est un livre que je collectionne, entre guillemets, sachant que je ne collectionne que 2 livres, quoi, deux types. C'est les Harry Potter dans une certaine collection et les Agatha Christie aussi dans une certaine collection. C'est tout. Sinon, effectivement, je ne garde que très peu de livres. Et que j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres, dit-elle. Parce que ma bibliothèque est pleine en fait, et que j'aimerais bien un petit peu vider un petit peu de ça. Voilà, du coup, j'ai lu que l'avertissement. Mais je voulais vous en faire part tant que j'y pense, en fait, parce que je sais qu'après je l'oublie. Alors, nous sommes le samedi 20 septembre et je viens juste de finir Comment se faire des amis de Dale Carnegie. J'ai mis beaucoup de temps à le lire alors qu'il fait 250 pages. Après,
elles sont pleines les pages, hein. C'est vraiment du haut vers le bas, hein. Bien, bien pleines. C'est facile à lire, alors ça a été long, c'était pourtant une relecture pour ma part. Mais semaine fatigante en fait, donc j'ai eu beaucoup de mal, le soir je lisais pas. Du coup, oui, effectivement, il m'a fallu une semaine pour le lire, mais en même temps, une semaine c'est à peu près le temps que je mets habituellement pour lire un livre. Mais là, je pense que j'aurais pu le lire beaucoup plus vite si je n'étais pas fatiguée et que du coup j'avais pu prendre le temps le soir par exemple de lire. D'habitude je lis le soir et là je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc relecture, oui, alors pour moi ce sont des choses, ce sont des évidences ce qu'il donne, mais c'est peut-être une déformation professionnelle de ma part. Il y a en tout 30 principes, donc chaque petit chapitre se finit par un encadré, un encadré avec le principe qui a été vu. Et donc le dernier principe, c'est rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez. Il va y avoir aussi faites remarquer erreur ou défaut de manière indirecte. Et à un moment, il donne un exemple que je trouve pas trop mal. Souvent, on peut faire un compliment et on met un mais avant de dire le défaut qu'on veut derrière. Donc, il donne l'exemple. Voilà. Nous sommes vraiment fiers de toi, Johnny. Tes notes sont meilleures ce trimestre. Mais si tu avais fourni plus d'efforts en algèbre, tes résultats auraient été encore meilleurs. Donc, il va le tourner autrement parce que justement, le mais, alors là, il ne le dit pas, mais ça, je l'avais vu par rapport à la théorie, c'est que le mais, en fait, annule ce qui a été dit avant. Donc, le compliment est effacé au profit du défaut qu'on va donner derrière. Donc là, il le change en disant « Nous sommes vraiment fiers de toi, Johnny, tes notes ce trimestre sont bien meilleures et en poursuivant tes efforts, tu pourras relever aussi le niveau de tes résultats en algèbre. » Voilà, c'est des petits exemples comme ça. Il donne plein d'exemples aussi historiques. Alors, il y a des exemples qui sont donnés avec des gens que je ne connais absolument pas parce que le livre a été écrit il y a longtemps. Il y a longtemps, je ne sais plus où c'est marqué. Où est la date? Dans les années 60, à la base. Il a été écrit dans les années 60. Donc, il y a des exemples avec des gens, je ne sais pas de qui il parle. Après, il y a des exemples de personnages connus, de personnes connues comme Roosevelt. Il y en a d'autres. Mais là, il donne un exemple. Owen D. Young, l'économiste connu. Bah, non, je ne le connais pas. Père du plan Young. Bah ouais, alors le plan économique, les plans économiques américains, aucun, je n'en connais pas. Non. Déjà, les Français, je ne les ai pas retenus quand j'étais en cours, donc ceux qui sont états-uniens, on doit dire états-uniens maintenant, je les ai encore moins en tête. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Je pense que ça, c'est un des exemples que j'avais donné auparavant, justement de donner le prénom de la personne. Ça montre qu'on a accordé de l'importance à cette personne. Pas forcément que à son prénom, mais dont on se rappelle. Donc c'est quand la personne vous dit bonjour, je m'appelle machin, enchanté bidule, enchanté machin. Ayez le sourire, voilà, est-ce que ça vaut 3, 4, 5 pages pour dire ayez le sourire, je sais pas. Intéressez-vous réellement aux autres, le fait de les laisser parler, nous d'annoncer nos propres torts, si quelqu'un a tort, ne pas lui dire. Voilà, c'est des exemples. Pour moi, c'est pas quelque chose pour se faire des amis, c'est vraiment de l'ordre du relationnel. Voilà, pour moi c'est une bonne lecture quand même, mais je pense qu'il y a des choses, c'est parce que je le savais déjà, vu que j'ai une formation d'éducatrice de jeunes enfants, que je me suis formée aussi à l'accompagnement respectueux de l'enfant, que j'ai lu pas mal de livres sur le développement personnel. Donc ce sont des choses que je connaissais déjà. Après, le fait qu'il y ait des exemples, je pense que c'est pas mal. Voilà, pour celui-là, et je vais enchaîner, alors peut-être pas ce soir parce que je suis fatiguée, je vais lire donc demain, lundi, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que tout le monde a lu sauf moi. J'ai retardé parce que je sais pas, j'ai peut-être peur de ce que je vais trouver dedans. Des blessures que moi-même j'ai et que je ne veux pas voir. Donc on va voir ça. Physique du rigide, blessure d'injustice. Bah, personnellement, le dessin ne me dit rien. Donc je pense que... Ah, il manque le monsieur. Donc je pense que pour comprendre ça, oui, il va falloir que je le lise. Je sais pas, il a pris l'humidité, le pauvre livre. Il est un peu gondolé. Bon, c'est pas grave. En plus, celui-là, je l'ai mis en vente hier matin, en me disant c'est bon, je l'aurais fini avant qu'il soit vendu, sachant qu'il y a des livres qui mettent 6 mois avant de se vendre. Hein.
et ben il était vendu dans la journée. Donc il fallait vraiment que je le finisse. Ça m'arrive des fois. Les Liane Moriarty aussi, parce que je m'ennuie dans ces livres. Alors j'en achète plus pour le coup, mais je les lisais et j'étais, faut que je finisse, faut que je sache. Et en fait, je lisais juste pour regarder la fin, alors qu'ils m'intéressaient pas. Mais je les mettais en vente, comme ça, en plus ils partaient très vite, donc ça m'obligeait à lire vite. Voilà, surtout qu'hier soir je l'ai laissé, il me restait 70 pages, donc j'ai mis pas tout mon après-midi à lire, parce que je vais faire un petit peu de blabla. Je pense que je peux le poser d'ailleurs. Je suis fatiguée parce que le matin je me réveille à 5h. Que hier soir on est parti à la chasse entre guillemets d'un chat qui est très très blessé en fait. Je pense qu'il va pas passer le week-end. Donc on a essayé de l'attraper, on n'a pas réussi, on a mis une trappe. J'ai presque réussi ce matin à le mettre dans la trappe, mais il s'est barré. Il est dans un état catastrophique. Je l'ai vu lundi, et il avait une croûte grise là comme ça. Je me suis dit c'est pas joli comme croûte, mais comme je savais pas ce qu'il avait et qu'il est pas moi et qu'il se laisse pas attraper, voilà. Je l'ai vu, j'ai voulu m'avancer vers lui, il est parti. Bon, en même temps j'avais rien à lui donner, donc peut-être que ça aurait joué un petit peu. 2 jours après, la croûte s'était étendue sur une partie de la face. Et hier, donc du coup ça m'inquiétait, et hier je l'ai vu à un moment, il mange chez mon voisin. C'est pas lui le propriétaire du chat, mais il mange régulièrement chez mon voisin qui lui met à manger du coup. Et je vois qu'il avait mis une caisse, et je dis à mon mari, j'ai l'impression qu'il veut attraper le chat. Effectivement, et hier matin, donc hier vendredi matin 19 septembre, je vois qu'il y a le chat, j'y vais, je me suis dit je vais essayer de l'attraper, et le chat en fait, je pense que c'était du pu qu'il y avait une tonne de mouches sur lui, le pauvre, de la chair qui tombait, et un œil en moins. Quand le peu que j'arrivais à voir malgré les mouches, là on a essayé de l'attraper, mais ça n'a pas réussi, même si on a donné de la pâtée. Du coup, comme je suis famille d'accueil pour une association qui vient en aide aux chats, j'ai appelé la présidente en lui disant, là c'est un appel au secours, ce chat est en très petit état, pour moi c'est la fin pour lui, donc si on peut l'attraper pour éviter qu'il agonise, etc. Et ce matin, hier soir, on me couchait, je suis partie voir, mais il n'était pas là. Et donc, le samedi, maintenant, mes enfants au sport, il faut que je me lève à 7h30 parce que le premier court à 9h, le deuxième à 10h, il y en a une à 10h50 et un à midi, très très pratique. Je suis partie voir et je l'ai vu, et il s'approchait pas de la trappe. Il s'était mis, le muscle quand il mange, il se met sur le rebord de la fenêtre de mon voisin, et là, il s'était mis devant la porte d'entrée, à, je dirais, 3 mètres de la trappe. Et moi, je suis venue avec une boîte de thon. Alors quand je suis arrivée, il a voulu partir, mais l'odeur du thon a réussi à faire qu'il s'est approché. Et au fur et à mesure, je reculais jusqu'à la trappe. Malheureusement, je n'arrivais pas à mettre le thon suffisamment loin dans la trappe pour qu'il rentre complètement dedans et que la trappe se ferme, qu'on puisse l'attraper. Donc, j'ai foiré mon coup. Voilà, en essayant de mettre le thon le plus loin possible dans la trappe, et je pense qu'il a compris parce que du coup, il s'est barré. Donc j'espère vraiment que ce soir, on va pouvoir l'attraper, qu'on puisse abréger ses souffrances. Parce que là, c'était... il n'y a plus de mouches, c'est très bien, mais les mouches, à mon avis, ont pondu. Donc il va se faire, il s'est fait déjà bouffer par les mouches. Alors, après, s'il se fait bouffer par les vers, ça va pas être top non plus. Il va souffrir, c'est au crâne, donc voilà. Donc du coup, j'ai très mal dormi à cause de ça, parce que j'ai pensé à ça. J'ai pensé aussi à un truc par rapport à ce qu'un de mes fils m'a dit par rapport à l'école. Donc très mauvaise nuit, donc déjà de me lever à 5h dans la semaine, alors que c'est pas du tout mon rythme, et que j'arrive pas à me coucher tôt, parce que en fait je suis fatiguée à une certaine heure, mais après je ne le suis plus. Moi, à 21h, ce serait bien que j'aille me coucher, mais en fait, je ne suis pas fatiguée, donc je me couche à 22h30, 23h. Donc, je suis réellement en déficit de sommeil. C'est vraiment là, je le sens physiquement, je pense que là, ça commence à jouer sur mon mental. Donc, voilà, fatiguée. Ce soir, on va essayer de l'attraper. On va remettre du thon. Parce qu'en fait, quand j'ai essayé de mettre du thon le plus loin possible dans la gamme, j'ai fait basculer la... Parce qu'il se permet de faire fermer la trappe. Voilà. Et j'ai eu du mal à remettre la trappe. Donc j'espère que je l'avais bien remise, j'espère qu'il va revenir manger, je vais remettre du thon. Et j'espère qu'on pourra l'attraper, le vétérinaire est au courant. En soi, il nous attend d'une certaine manière. Il ne nous attend pas particulièrement, mais il sait que si on l'appelle, ce sera pour l'aider. Sachant que la mairie ne veut pas intervenir, les pompiers non plus, que les vétérinaires ne vont pas se déplacer, ils ont dit il faut l'attraper. Oui, il se laisse pas attraper, c'est pas facile à dire. Donc voilà.
Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'était quoi, cet après-midi, je devais bosser un petit peu pour ma nouvelle activité. C'est comme si j'avais pas assez de choses à faire. Et je l'ai pas du tout fait parce que j'ai une migraine et que je pense que j'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui. J'espère que je l'aurai fini pour la prochaine vidéo. J'en ai pas fait cette semaine parce que j'avais pas assez de lecture, quoi. J'avais pas de quoi faire un bilan du mois. Que ma palle d'octobre est déjà faite, que la palle de novembre dépend du Black November qui n'a pas été sorti, donc je peux pas faire ma palle de novembre. En même temps, on est un peu tôt, hein, 20 septembre. J'aurais pu faire une vidéo parentalité, mais en fait, flemme, fatigue, surtout qu'hier j'avais un massage à faire. On m'a posé un lapin, c'est le premier lapin qu'on me pose en pratiquement 6 ans d'activité. Et donc j'ai attendu la personne pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, je n'ai pas fait grand chose, hein, parce que j'attendais. Ça ne sert à rien que je commence quelque chose si la personne arrive. Pas de nouvelles, donc voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera avant la fin de la semaine pour celui-là qui fait combien de pages. On enlève la petite pub. Oh, il y a même des lignes pour écrire dedans. Page 240 et ça commence réellement à la page 9. Voilà. J'allais dire, on peut peut-être enlever des pages de transition, même pas. Bon, on va en dire 230. Ça peut être possible. C'est jouable. Je sais pas si c'est jouable. J'ai un atelier mardi matin, un rendez-vous lundi après-midi, un rendez-vous médical mercredi. Ça c'est pareil, rendez-vous médical, il faut que je vous raconte. Malgré ma migraine, malgré ma fatigue, il faut que je vous raconte. Donc bon, j'ai un fils qui a un TDAH avec un traitement médicamenteux à renouveler tous les mois. Et ce n'est pas des ordonnances qu'on peut renouveler automatiquement, il faut aller voir le médecin parce que c'est considéré comme un stupéfiant. Donc j'y suis allée, pas le 1er, le 3 septembre. Mercredi 3 septembre. La secrétaire n'était pas là. J'essaye d'appeler pendant 2 semaines. Donc on est le 20. 2 semaines à essayer d'appeler. Comme quoi le secrétariat est fermé. Il donne un autre numéro pour dire voilà, s'il y a besoin, vous appelez ce numéro-là, si vous devez contacter pour rendez-vous. Sauf que quand je rappelle, ah ben oui, mais non, en fait, c'est que pour les urgences. À la rigueur, peut-être vous donner un rendez-vous le 1er octobre. Sauf que moi, le 1er octobre, je suis en dehors de mon département parce que je vais voir un ophtalmo pour un deuxième avis par rapport à ma cataracte. Je répète que j'ai 42 ans quand même, quand je le rappelle. Et je sais pas, non, ça va pas être possible. Bref. Donc je continue à appeler tous les jours. Là, normalement, ça devrait rouvrir lundi. Je rappelle. Il y a un jour où j'ai attendu 15 minutes. Au bout de 15 minutes, toujours personne ne rappelle. Et j'ai continué à appeler. Il y a même un jour où j'ai appelé 12 fois. Toutes les lignes sont occupées. Tu m'étonnes, si ça fait comme moi, ça fait 2 semaines qu'on essaye d'appeler. Donc jeudi matin, j'avais un rendez-vous médical à la sortie de mon rendez-vous médical qui est ailleurs. Je dis à mon mari, je m'arrête au cabinet médical pour prendre rendez-vous, puisque normalement la secrétaire est là. Et là, elle me dit, oui, mais il faut prendre rendez-vous quand... Petite interruption, je ne sais plus ce que je dis. Ah oui, donc j'arrive, alors j'ai fait la queue parce que c'est pas tout seul, bien sûr. Et la personne me dit, bah oui, mais il faut prendre rendez-vous après votre rendez-vous pour la fois d'après. Je regarde, je fais, pas le mercredi, il n'y a pas de secrétaire médical, donc c'est compliqué. Ben, il faut appeler dès le lendemain. Je fais, alors en fait, ça fait 2 semaines que j'appelle, donc... Voilà. Ah bah oui, c'est vrai, c'était fermé. Bah oui, c'est gentil. Mais vous avez essayé de faire votre numéro? Oui, j'ai essayé, ma brave dame, sauf qu'on m'a dit que c'était que pour les... Ah bah ça, c'est pas normal. Ouais. Et donc, on fait comment? Alors là, je pourrais vous mettre un rendez-vous fin octobre. Ça va pas être possible, madame. Déjà parce que, 1, il aura plus de médoc. Et 2, qu'en plus, il a une classe découverte début octobre. Donc, je ne peux pas attendre. Il me faut l'ordonnance. Sinon, déjà, 1, j'ai pas les médicaments. Et 2, sans ordonnance, l'école ne peut pas donner les médicaments. Voilà. Et bizarrement, elle m'a trouvé un rendez-vous pour mercredi. Voilà. Je me dis vraiment, le système de santé français périclite complètement. Il y a 3-4 médecins quand même. Hein. Et je me dis, mais sinon, il me fait juste l'ordonnance. Il se passe rien d'un mois sur l'autre. En fait, de temps en temps, il le pèse et il le mesure, mais c'est pas à chaque visite. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. On est donc lundi 29 septembre. J'en suis à ma dernière lecture du mois. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et comment dire que c'est laborieux, je n'en puis plus.
Cette théorie, j'y crois pas en fait. Désolée pour, voilà. Peut-être que j'aurais dû commencer comment c'est l'autre? Il y a pas un autre truc avec les 5 blessures, Je ne sais plus, mais c'est très laborieux pour moi. Heu, on est censé pouvoir se reconnaître, dans des schémas. Là, j'en suis à la blessure de trahison. Alors corporellement, a priori, il y a un truc pour chaque, blessure. Je devrais être à peu près est-ce qu'on voit bien? À peu près dans ce schéma, je pense. Donc j'en suis qu'au début du chapitre 1. Et désolée, ça tangue, j'aurais dû mettre le trépied. J'en suis au début du chapitre et comment dire? C'est le troisième, quatrième, je ne sais même pas, je n'arrive pas. Comment ça s'appelle? Blessure, mais c'est pas ça qu'elle nomme. Je sais plus. Pour l'instant, je ne me reconnais dans aucun. Après, pour le masochiste, qui est la blessure de l'humiliation, si je ne me trompe pas, on pourrait retrouver un petit peu mon mari. Mais j'ai envie de dire, si on cherche, on trouvera une part de. On trouvera toujours quelqu'un qui peut correspondre à une blessure, à un comportement, mais en fait, je trouve que c'est quelque chose de très négatif. Je vois rien de positif dans ce livre. Donc là, j'en suis à la blessure de trahison, qui corporellement devrait me correspondre. Bon, après, j'ai pas fini, donc ça se trouve, il y a une autre blessure avec un corps qui me correspondrait plus. Mais j'ai du mal à me dire que une blessure fait que tu as forcément le corps, un corps qui correspond. Je trouve que c'est très réducteur. En plus, là, dans le truc de l'abandon, hein, c'est bien ça? Je suis pas folle. De la trahison. Voilà, je mélange tellement ça m'intéresse. On est parti sur le complexe d'Oedipe. Et comment dire que le complexe d'Oedipe, je l'ai vu hein, en long, en large et en travers pendant mes études d'éducatrice. Et déjà à ce moment-là, je n'y croyais pas. Mais sachant que maintenant, ça a été beaucoup remis en question, justement, avec tout ce qui est neurosciences et le fait que la psychanalyse, oui, c'est ça, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travers. On va le voir notamment avec Caroline Goldman. Voilà, moi personnellement, c'est une faute, je peux pas, je peux pas me le piffrer en fait. Pendant mes études, je n'aimais pas, j'ai lu du Freud, je trouve que cette femme a un esprit complètement tordu. Voilà. J'ai appris depuis que certaines de ces théories, en fait, comment je pourrais dire ça? Il les a tournées de façon à ce que ça corresponde à la philosophie de l'époque. Tout ce qui était avec le stade oral, anal et phallique, je sais plus. Quand je dis que j'ai oublié parce que ça m'intéressait pas, j'y croyais pas. En plus, on avait une prof un petit peu tordue aussi. Donc quand elle parlait du phallique, forcément, il fallait qu'elle fasse le signe avec ses mains. En fait, on a compris qu'on était tous adultes hein, pendant cette formation, donc on n'est pas débiles. Ah, voilà, la tour Eiffel, elle voyait forcément quelque chose de phallique aussi. J'en sais rien, j'ai pas été étudier le sens de la tour Eiffel, de pourquoi Monsieur Eiffel a décidé de faire cette forme-là pour sa tour. Mais ça fait partie des trucs quand toutes les interprétations dans l'art m'énervent en fait. Vois ce que tu as envie de voir. N'essaie pas d'interpréter ce que l'artiste a voulu dire, ce que l'auteur a voulu dire, ce que le chanteur a parfois voulu dire. Bien que là, c'est plus controversé. Quoi, c'est moins controversé, je pense. Bien que, bien que, l'Aigle Noir, par exemple, a une. Je perds mes mots, c'est fatigant. L'interprétation, non, pas l'interprétation. Derrière les mots, il y a quelque chose de puissant. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson-là, même si elle est quand même dure quand tu connais l'histoire derrière. Mais ce que je voulais dire, c'est que on prête des intentions des fois aux auteurs ou aux artistes avec leurs peintures, des choses comme ça, quoi, aux artistes au sens large. En fait, de leur vivant, qu'est-ce qu'ils en ont dit de leurs œuvres, plutôt que de devoir absolument vouloir comprendre quelque chose. Moi, c'est un truc qui m'énervait quand j'étais au lycée. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Bah, j'en sais rien en fait. Tu comprends ce que tu as envie de comprendre de l'histoire. L'auteur n'a pas forcément voulu dire ce que nous,
on a envie de quoi. Ah, je mélange, je suis désolée. Mais je me rappelle, ouais, les cours de français et de philo aussi. Oui, un tel a voulu dire ça, ça, ça. Et toi, t'as lu le truc, ah bon? J'ai pas compris ça de l'histoire en fait. Donc t'as l'impression des fois, comme moi à cet âge-là, des fois j'avais l'impression d'être une débile de pas comprendre ce que l'auteur avait voulu dire. Et je me dis, avec le recul, voilà, j'ai pas attendu d'avoir 42 ans pour le dire ça, mais je me dis avec le recul que certains font dire ce qu'ils veulent à des œuvres, que ce soit dans la littérature ou autre. Je veux dire, si l'auteur ou l'artiste n'a pas donné son interprétation, pourquoi on irait interpréter quelque chose? Bon bref, je m'égare. Mais en fait là, déjà elle m'avait pas transcendée la brave, Lise Bourbeau. Autant dire que je ne lirai pas d'autres livres de cette autrice. Mais là, le complexe d'Oedipe, elle m'a encore plus perdue. J'aime pas du tout l'écriture. Le tu, machin truc, en plus j'ai l'impression que c'est toujours la faute de la mère, bien sûr. Sauf là, parce qu'on est dans le complexe d'Oedipe, donc c'est forcément avec le parent du sexe opposé. Voilà, et je me dis, j'ai encore 90 pages à lire. Non, pas 90. 110. Je pourrais abandonner, mais je continuerai. Rien que pour vous dire si j'ai aimé ou pas. Je pense qu'on sait là tout de suite si j'ai aimé ou pas. Peut-être que je vais avoir une révélation, hein. Sait-on jamais. Donc demain, c'est le dernier jour. Je suis pas sûre de l'avoir fini, hein, pour demain. Je sais pas, il gondole. Je pense que même ma bibliothèque n'a pas voulu de lui parce qu'il est ondulé comme s'il avait pris l'eau. Il était dans notre bibliothèque, donc il n'a pas pris l'eau. Bref. Ouais, non, je vais essayer de finir. Peut-être pas demain, mais avant la fin de la semaine, que je puisse commencer mes lectures du mois d'octobre, choisies par ma fille. Il y a une autre vidéo dessus. Mais là, oui, non, en fait, je me suis embourbée toute seule avec mes lectures théoriques. Je pense qu'un mois entier, c'était trop. Parce que je n'ai pas pris de plaisir, en fait, au mois de septembre dans mes lectures. Je trouve ça très laborieux. Alors, déjà, août, j'ai eu un petit peu de mal à lire, mais j'ai lu et j'ai des livres que j'ai bien aimés. Là, tout de suite, je me souviens pas, mais c'est pas grave. Mais septembre, oui, c'était laborieux. Bon, après, j'étais pas mal occupée, mais ouais, laborieux. Donc, on va tenter de finir. Plus. Bien, je reprends cette lecture. Je suis désolée, je vais spammer. Non, il faut que je regarde de l'autre côté, j'ai mis le téléphone dans l'autre sens. Alors, je vais lire un petit passage. Si la mère répond trop à tous les caprices du bébé garçon, au point elle en devient presque son esclave. Il commence à croire qu'il peut remplacer le père et combler maman par lui-même. Il en est ainsi dans le cas où c'est le papa qui répond trop aux caprices de sa petite fille, elle croira qu'elle peut remplacer sa mère. Bon, Freud, stop. Hein. Lise Bourbeau, stop. Les bébés ne sont pas capables de penser de telle façon. Le cerveau est immature. C'est pas possible de penser ça. Un bébé qui pleure, c'est qu'il a un besoin non, qui n'a pas été, auquel on n'a pas répondu. Je ne sais pas de quand date ce livre et je n'ai pas envie de savoir. Je pense que je vais le finir parce que j'ai envie de connaître les autres conneries qui peuvent sortir. Déjà avant, en fait, j'en suis donc à la page 126. Donc ça veut dire que je me suis tapé un peu moins de 126 pages avec les premières qui servent à rien là. Où je n'ai absolument pas cru à ce que je lisais, hein, comme quoi il y a 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'elles soient physiques, émotionnelles et mentaux. Ça, je suis d'accord qu'on a tous des blessures. Après, on peut prendre en compte aussi comment ça s'appelle, le transgénérationnel, etc. Ça, j'y crois, il n'y a pas de souci. Mais alors de me dire qu'en fait, forcément, si tu as telle blessure, tu vas avoir tel et tel comportement, que tu vas corporellement être de telle et telle façon, juste non, en fait. Je trouve ça tellement réducteur, tellement à mettre dans les cases, que ça me gonfle en fait de lire ça et je me dis mais comment il peut y avoir 1 million de lecteurs qui a lu cette daube en fait. Je suis désolée, pour moi c'est une véritable daube. Euh, qu'on n'aime pas un roman, il n'y a pas de souci, j'en ai plein que j'ai pas aimé. Certains qui m'ont laissé dubitatif du fait que j'étais trop merdique.
sans vouloir juger plus que ça la personne qui a écrit. J'ai pas aimé les histoires, des choses comme ça, j'ai pas trouvé ça vraisemblant ou trop lent ou quelconque. Comme moi, je sais que j'aime pas du tout Liane Moriarty parce que quand je lis ça, j'en ai lu 4, 3, 4, je sais plus. Parce que j'avais entendu tellement de bien sur Liane Moriarty que quand j'en trouvais d'occasion, je les achetais et il y en a très très souvent d'occasion. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Quand je lis Liane Moriarty, je lis rapidement le livre parce que ça se lit vite, mais j'arrive à la fin du livre, je me dis, tout ça pour ça? Et les 3 ou 4 que j'ai lus, je me suis dit exactement la même chose, donc clairement, j'en rachèterai pas. Mais ça, c'est de la de théorie, de merdique. Pour me sortir Freud en plus, ouais, voilà. J'essaie de pas revenir avant la fin, parce qu'en fait, ça me gonfle. Voilà. Le- Ça, quand j'entends, attends, qu'est-ce que j'ai lu? Bien passer à travers sa phase de Dipienne signifie que tout enfant doit arriver à reconnaître que les parents des deux sexes ont été essentiels pour le créer. Même si l'un d'eux n'est pas présent, l'autre doit faire sentir à l'enfant que cet autre parent est tout aussi important. On en parle des enfants dont le coparent n'est pas présent, soit parce que ça peut être un nom de spermatozoïde. Moi j'ai une copine comme ça, c'est un nom de spermatozoïde. Donc l'autre parent, oui effectivement, elle était en couple homosexuel à ce moment-là. Il y a un autre parent, mais il n'y a pas eu de conception avec ce parent-là. J'ai envie de dire, quand c'est issu d'un viol, d'un inceste, etc., est-ce que réellement on peut dire à son enfant, oui, l'autre parent est tout aussi important? Voilà, autant à l'époque de Freud qu'il ne l'est pas sorti, ok, mais Lise Bourbeau, elle est née en 41, ok, je pense qu'il y a des choses. Ah non, c'est celui-là qu'elle fait. Je pense qu'elle peut avoir suffisamment de recul pour pas sortir de conneries pareilles. Voilà. Et puis d'écrire un livre qui s'appelle Écoute ton corps, aime-toi ou je sais pas quoi. Je crois qu'elle en a écrit d'autres, hein. Stop au contrôle. Bref, je vais m'arrêter là. J'essaierai de revenir que pour la fin. Parce que si je viens à chaque fois que ça m'énerve, je risque de revenir régulièrement. Hey, coucou! Alors, nous sommes le vendredi 3 octobre. Je ne vous ai pas repris depuis lundi, mardi, je ne sais plus, quand j'en étais à lire les 5 blessures qui vous empêchent de je sais plus quoi. Je n'ai plus le livre, je l'ai abandonné gentiment et je l'ai déjà revendu. Il est déjà parti. Donc c'est pour dire, hein. Non, j'ai abandonné en fait avec l'histoire du complexe d'Oedipe et c'est assez rigolo parce que le jour même ou le lendemain, non le lendemain je crois, j'ai comment dire? Oui, il y avait une publication sur Instagram justement sur le complexe d'Oedipe. Donc ça m'a bien fait rire parce que ce sera une publication de Héloïse Junier, si je ne me trompe pas, qui est psychologue pour enfants, et qui justement a décidé de faire une série de 3 publications sur le complexe d'Oedipe. La première publication disait bien qu'en fait ça partait juste de l'expérience de Sigmund Freud, comme quoi lui, une fois, je sais pas, il avait vu sa mère vers l'âge de 2 ans et demi, et qu'il avait eu des envies. Héloïse Junier explique très bien qu'en fait, à cet âge-là, on n'a pas beaucoup de mémoire, hein. Je veux dire, il y a très peu de personnes qui peuvent dire qu'à 2 ans et demi, il faisait telle et telle chose. Donc il est parti d'un souvenir certainement farfelu pour créer une théorie. Moi, je sais que j'avais entendu comme quoi il avait créé une théorie et qu'il avait dû la changer par rapport justement à l'époque, qu'il y avait des choses qu'on pouvait dire, entendre, et que voilà, et qu'il en était revenu de sa théorie. Du coup, pour le mois de septembre, j'ai lu tous les livres que j'avais prévu de lire, à part, on peut dire que je l'ai lu, abandonné mais lu. Et en fait, il me restait que celui-là, Heureux d'apprendre à l'école de Catherine Guéguen. Je sais jamais s'il faut dire Guéguen ou Guéguin. J'ai pourtant des origines bretonnes, hein, je devrais le savoir, mais je demanderai peut-être à mon père. Livre que j'avais acheté 1 € à la brocante permanente de chez moi et que je n'ai pas eu envie de lire. Déjà parce que ça sortait du temps imparti, hein, du mois de septembre, et que j'ai lu les autres et que celui-là ne me donnait plus envie à ce moment-là. Mais pour le coup, j'ai lu de la bibliothèque un roman graphique. Donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. J'avais lu le livre à sa sortie poche. Je ne sais pas si c'était sorti en grand format, mais moi je l'avais lu à sa sortie poche. J'avais beaucoup aimé, je pense que ça devrait correspondre à peu près au premier livre de développement personnel, si on peut appeler ça un livre de développement personnel, je sais pas trop, moi je le range dedans en tout cas.
J'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est assez facile en tant que femme de s'identifier au personnage. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé le livre et en fait, ça m'a fait plaisir de le trouver à la bibliothèque de chez moi parce que j'avais très envie de le relire, mais sans avoir réellement envie de le relire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. J'avais envie de retrouver cette histoire et de l'avoir en roman graphique, et ben c'est très bien, comme ça je ne rachèterai pas le livre et je ne le relirai pas parce que ça m'a suffi pour le coup. Autre livre que j'ai pris à la bibliothèque, quoi, roman graphique. Almudena, Le temps d'un été. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai pris la semaine dernière, je crois. Ou il y a 2 semaines. La semaine dernière ou la 2 semaines. Donc il va falloir que je le lise, il fait quand même 317 pages. Bon, après, il y a des pages où il n'y a pas grand chose à lire comme là, donc ça devrait se lire vite. Celui-là, je l'ai lu en 2 heures, même pas. Donc c'est très très bien. Vu que j'ai pas un rythme de lecture très très rapide. Donc ça sera une de mes prochaines lectures. Et je voulais vous présenter les 3 derniers livres que j'ai achetés. Je pense que ça doit correspondre à août et septembre. J'ai pris Ce que je sais de toi de Éric Chacour, que j'ai entendu beaucoup parler de lui en bien. Il coûtait 2,99 € à Leclerc Occasion. Je l'ai pris avant de me dire je vais boycotter Leclerc Occasion avec leur protocole de rachat de livres, avec des livres de poche repris à 10 centimes, où ils chipotent, parce que moi je sais que j'ai acheté des livres chez eux, genre 2 mois avant, je les ai lus, et quand moi je vais les revendre, ils ne reprennent pas. Donc je leur dis, bah écoutez, je l'ai acheté il y a 2 mois chez vous, donc ah bah oui, mais non. Bon, bah va te faire voir. Et j'avais aussi pris du coup un Raphaël Giordano, Le jour où les lions mangeront de la salade verte, qui était aussi à 2,99 €. Et il me semble qu'en fait, j'avais pris ça et un autre livre parce que le troisième était offert. Le moins cher des 3. Et donc mon boycott s'est arrêté avec ce livre-là. La vie est un roman de Guillaume Musso. Et je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai pris, j'étais persuadée que c'était Valentin Musso. Et comme j'ai très envie de découvrir Valentin Musso, voilà, je l'ai pris. Mais c'est Guillaume. Bref. Voilà pour le mois de septembre, le petit bilan. Donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire si vous les avez déjà lus et quel est votre avis et si vous avez des recommandations à me faire. Bonne lecture!